Bonjour à la communauté Bisense, je suis Marie Bastian, doctorante au Centre de recherche sur le droit public de l'Université Paris-Nanterre et je travaille sur la construction du droit de la santé numérique sous la direction de Madame Catherine Préby-Sichnal. Alors la question des définitions est une question effectivement très importante et qui pose problème d'un point de vue juridique parce que très peu de termes font l'objet d'une définition juridique. Alors on a des termes qui existent qui sont définis autrement que juridiquement. Par exemple, on sait effectivement que la télésanté, la télémédecine font l'objet de définitions par l'OMS depuis 1998. Le seul régime qui est véritablement encadré d'un point de vue définitionnel est celui de la télémédecine. En France, notamment, depuis le décret de 2010 qui découle de la loi HPST de 2009, qui propose là une définition de la télémédecine comme étant constituée d'actes médicaux réalisés à distance au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'OMS préconisait ainsi que l'on distingue les termes de télémédecine et de télésanté en réservant l'appellation télémédecine aux seules actions cliniques et curatives de la médecine utilisant les systèmes de télécommunication. La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport entre eux ou avec un patient un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins aux patients. On a également d'autres définitions qui peuvent découler de la santé numérique en général, comme par exemple la question des données de santé, qui font l'objet d'une définition nouvelle avec le RGPD, cette nouvelle réglementation générale européenne, entrée en vigueur en mai dernier, qui propose pour la première fois une définition des données de santé. Ça n'était pas le cas auparavant, nous savions simplement que les données de santé étaient des données particulièrement sensibles à l'intérieur de la grande catégorie des données à caractère personnel, sans pour autant savoir en quoi consistaient véritablement ces données de santé. Désormais, c'est un peu plus précisé dans cette nouvelle réglementation générale européenne. Voici quelques exemples donc des données de santé. Les informations relatives à une personne physique, ça peut être un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé. Il peut également s'agir des informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps. Ici, ce seront plutôt les données génétiques, les échantillons biologiques. Et enfin, les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, tous les antécédents médicaux, le traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée. Sur la question des objets connectés de santé, nous avons une réglementation européenne de 2017 assez récente sur les dispositifs médicaux qui propose là aussi une définition des dispositifs médicaux. Un dispositif médical est un instrument, un appareil, un équipement ou encore un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins notamment de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation d'une maladie ou d'une blessure. La question de l'obtention de cette certification CE, c'est une volonté de la part des fabricants de dispositifs médicaux de vouloir l'obtenir. Il faut avoir une vraie volonté parce qu'effectivement il s'agit d'un processus assez long, administrativement parlant, c'est assez lourd. Il faut vraiment vouloir avoir cette certification qui est un gage de confiance, on peut dire aussi. Mais en réalité, beaucoup d'objets connectés ne cherchent pas à obtenir cette certification et se sont aperçus que finalement, cela fonctionnait très bien, sans certification, aussi bien peut-être que des dispositifs médicaux certifiés. Et donc il y a effectivement une vraie problématique de l'encadrement des objets connectés de santé qui n'ont pas obtenu la certification CE de dispositif médical. Alors les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs qui font l'objet d'une réglementation spécifique sont aujourd'hui répartis en 4 classes dénommées classe 1, classe 2A, classe 2B et classe 3 en fonction de leur niveau de risque. Par exemple, dans la classe 1, c'est-à-dire le plus faible degré de risque, on trouvera tous les dispositifs dits non invasifs, les instruments chirurgicaux réutilisables également par exemple. Dans la classe 2A, donc un degré moyen de risque, tous les instruments de diagnostic, tous les dispositifs destinés à conduire ou stocker du sang, des fluides ou des tissus, et tous les dispositifs invasifs de type chirurgical.
Dans la classe 2B, c'est-à-dire un potentiel élevé de risque, eh bien on trouvera par exemple les implants chirurgicaux long terme, les dispositifs contraceptifs et des dispositifs de protection vis-à-vis des MST entre autres. Et puis enfin dans la classe 3, c'est-à-dire la classe où le potentiel de risque est considéré comme étant très sérieux, eh bien nous trouverons tous les dispositifs en contact avec le système nerveux central, le cœur et le système sanguin, tous les implants chirurgicaux long terme ou biodégradables et tous les dispositifs incorporant des produits d'origine animale par exemple. L'ensemble de ces dispositifs médicaux doivent faire l'objet de l'obtention d'une certification CE. Une petite précision tout de même, pour les dispositifs des classes 2A, 2B et 3, eh bien, ils devront passer par un organisme notifié, c'est la nouveauté du règlement de 2017, ce qui n'est donc pas le cas pour les dispositifs médicaux de la classe 1, hormis les dispositifs dits stériles. Sur les données de santé, dans le cadre de la santé numérique, il y a effectivement différents enjeux. Tout d'abord, la question de la confidentialité, le respect de la vie privée, duquel découle d'ailleurs directement toute la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Il y a tout l'enjeu aussi de la sécurité des données, et ça c'est un pan sur lequel il va falloir effectivement travailler. Il me semble qu'il y a pas loin de 80% des objets connectés de santé qui présentent encore des failles de sécurité dans leur système. C'est une vraie problématique. On a des attaques, des piratages, on a eu le WannaCry il n'y a pas très longtemps, qui s'en est pris notamment aux hôpitaux britanniques, donc il y a quand même des problématiques assez sérieuses en termes de sécurité de ces données. Concrètement, un piratage à distance des banques de données peut affecter par une seule intrusion des milliers de dossiers médicaux et avec l'informatisation de la santé, les points d'accès aux systèmes informatiques sont nécessairement disséminés. À cela s'ajoute aussi la multiplication des personnes habilitées techniquement à accéder aux informations personnelles de santé qui rend donc également possible le mésusage. En termes de sécurité, la principale réponse juridique est l'accroissement progressif des obligations incombant à certains acteurs. En ce sens d'ailleurs, le RGPD a instauré une nouvelle obligation de notification des failles de sécurité à la charge du responsable de traitement auprès de l'autorité de contrôle, c'est-à-dire en France la CNIL. Alors si cette obligation de notification est plutôt satisfaisante en tant que telle, elle est toutefois immédiatement atténuée dans le texte par une forme d'exonération, ou d'immunité même, lorsqu'il est peu probable que la violation des données en question engendre un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Ça reste donc assez nébuleux parce que comment savoir si telle ou telle violation des données n'engendre que peu de risques. Et puis surtout, dès lors que des données à caractère personnel sont en cause, eh bien l'atteinte aux droits et libertés des personnes en résulte presque toujours. Il y a aussi la question du respect des droits du consommateur. Et là, on pense en particulier au système des assurances, mais c'est valable pour les banques, c'est valable pour les employeurs aussi, à savoir que faire s'ils récupèrent ces données de santé et la mise en place peut-être de nouvelles formes d'ailleurs de discrimination que certains ont baptisé discrimination algorithmique. Concernant les atteintes aux droits des consommateurs, si on prend l'exemple des objets connectés de santé, il faut bien comprendre que ces objets sont aussi des produits ou des services de consommation. Même lorsqu'ils sont offerts sans contrepartie monétaire, comme le font désormais de plus en plus les assureurs avec les podomètres connectés. Il faut bien insister ici sur le fait qu'il n'y a là aucune gratuité excluant le rapport de consommation dès lors que le professionnel collecte les données. La donnée personnelle, on le sait, elle a une valeur économique, elle a une valeur marchande, à tel point qu'elle constitue aujourd'hui la ressource principale de l'économie numérique. Donc rentabiliser la masse d'informations collectées sur Internet en la commercialisant à des tiers peut s'avérer extrêmement tentant. C'est la question du profilage, qui est d'ailleurs défini et encadré par le RGPD. L'individu va disposer d'un droit d'information et d'opposition. Opposition qui doit être justifiée par des raisons tenant à la situation particulière du titulaire des données, nous dit le texte. Or, encore une fois ici, concernant d'une part le droit à l'information dans le cadre d'un traitement par exemple de type Big Data, comment assurer une information effective des personnes concernées, on sait qu'aujourd'hui le volume et la diversité des données qui sont collectées rendent extrêmement complexe, si ce n'est impossible, le contrôle de leurs données par les individus. Et puis concernant le droit d'opposition, que faut-il entendre par situation particulière permettant d'en bénéficier ? Nous n'avons toujours pas de précision à ce propos. Donc le profilage et l'espionnage sanitaire continuent d'interroger sur de nouvelles formes de discrimination susceptibles d'apparaître, conduisant notamment à des pratiques d'exclusion tacite de personnes en raison de leur état de santé. Alors la mise en œuvre
Et une vraie problématique. Nous avons effectivement donc un décret qui date de 2010, un décret normalement est censé être suivi de la mise en œuvre, qui n'a donc concrètement pas fondamentalement eu lieu, concernant peut-être en particulier la téléconsultation, qui est quand même le premier acte de la télémédecine. Car effectivement, la téléconsultation en est aujourd'hui, 8 ans après l'entrée en vigueur de ce décret, un stade complètement embryonnaire. Et la téléconsultation fait désormais l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie depuis le 15 septembre dernier, donc il y a peut-être maintenant une véritable impulsion dans la mise en œuvre de cet outil. Il est effectivement le cas aussi du DMP, qui est un exemple assez concret là, qui renaît de ses cendres en ce moment. On refait une tentative sur le DMP, il faudra suivre effectivement cette actualité de près. La mise en pratique reste problématique, notamment parce qu'il y a un problème de formation des professionnels de santé à ces outils, qui ne les intègrent pas dans leur pratique, mais également un problème d'acceptabilité des patients, et ça doit également passer par la formation et la mise en confiance avec les outils et avec le professionnel de santé qui est censé maîtriser ces outils. C'est finalement une question plus large ici qui concerne le droit des nouvelles technologies au sens large. On a un législateur qui lui-même d'ailleurs n'est pas toujours formé à ces questions-là et qui peine à trouver l'équilibre. Je pense notamment là à la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel. La quête était de parvenir à trouver un équilibre entre une véritable protection des données à caractère personnel et en même temps garantir leur circulation pour ne pas freiner l'innovation. On sait aujourd'hui que les données de santé constituent un outil absolument incroyable, notamment pour la recherche et les évolutions dans le monde de la recherche médicale. Le régime juridique du droit à la protection des données personnelles est le fruit d'une longue évolution à la fois nationale et européenne. Il est apparu dans les années 70-80, et en France, on a notre loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 qui sert, encore aujourd'hui d'ailleurs, de texte de référence en la matière. Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment sous l'impulsion de la réglementation européenne, et en particulier actuellement, puisqu'on a un règlement général européen de protection des données à caractère personnel, RGPD, adopté le 27 avril 2016, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. C'est un texte qui vient abroger l'ancien régime, qui était issu d'une directive européenne de 1995, dont le principal constat d'échec concernait l'absence d'harmonisation des législations des États membres. Alors, une petite précision ici, une différence quand même juridique entre une directive européenne et un règlement européen. Une directive européenne fait l'objet d'une transposition en droit interne, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit interne qui s'adapte à la directive, mais ce sera la directive qui s'adaptera au droit interne. En France, nous faisons des lois de transposition, il n'y a pas donc d'effet direct. En revanche, le règlement européen, lui, a un effet contraignant, puisqu'il s'impose tel quel dans le corpus normatif national sans faire l'objet de transposition. D'où l'idée, derrière tout ça, d'harmoniser les législations nationales. Il y a une précision juridique aussi qu'on peut apporter. Les données de santé sont considérées à l'intérieur de la grande catégorie des données à caractère personnel comme des données particulières, en raison de leurs liens sensibles, étroits, voire intimes avec l'individu. Parce que les données de santé sont particulières, sensibles, eh bien elles nécessitent une protection accrue lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, à tel point que le principe, qu'on oublie d'ailleurs un peu trop souvent, est celui de l'interdiction du traitement automatisé de ces données particulières. Effectivement, à tout principe des exceptions, on autorise des dérogations à ce principe d'interdiction de traitement qui peuvent provenir des législations nationales à condition qu'elles proposent des garanties appropriées. Alors, il convient également de souligner que les données de santé n'avaient fait l'objet d'aucune définition dans les différents textes qui se sont succédés depuis les années 70, et c'est le RGPD qui propose une première ébauche de définition. Il considère comme données de santé l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur de la personne concernée. Qui révèlent des informations. Bon, alors les informations visées sont ensuite listées de façon quand même assez imposante, maladie, handicap, données cliniques ou thérapeutiques, etc. Et puis le texte souligne également que ces informations peuvent provenir d'un professionnel de santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical, entre autres. Alors les types de données et les sources ainsi énoncées relèvent en réalité toutes de l'univers médical stricto sensu. Et ici on peut souligner que le RGPD est peut-être passé à côté d'une difficulté qui aurait pourtant mérité d'être solutionnée à cette occasion. Faut-il déduire que sont exclus du champ de cette définition tous les objets issus du quantified self, l'automesure de soi, où la personne collecte elle-même ses données au moyen d'un dispositif qui n'a pas, la plupart du temps, la qualité du dispositif médical, c'est-à-dire la certification CE. En réalité, la frontière de plus en plus ténue entre données de santé et données de bien-être
qui peuvent tout à fait révéler des éléments sur la santé de l'individu, au même titre d'ailleurs que des données tout à fait diverses et ordinaires, telles que des données de géolocalisation, des données sur la consommation, des données de navigation sur Internet, qui peuvent potentiellement, on le sait maintenant, une fois recoupées, devenir des indicateurs absolument très sérieux sur l'état de santé actuel ou futur d'un individu. Eh bien, cette question n'est pas définitivement tranchée par le législateur européen. La thématique de la e-santé est une thématique par essence pluridisciplinaire. On se trouve à l'intersection d'une multiplicité de disciplines, de secteurs qui doivent impérativement se réunir et discuter ensemble, échanger sur ces thématiques-là, qu'il s'agisse du milieu de la médecine, du milieu du droit, de l'ingénierie, de l'informatique. On a différents secteurs qui doivent impérativement aujourd'hui se retrouver et discuter. Ça n'est pas encore d'actualité, il y a des difficultés de communication entre ces différentes disciplines, ce qui est dommageable et ce qui peut effectivement en partie justifier le développement encore embryonnaire de tous ces outils numériques en France. Le juridique est fondamental, il faut réguler pour éviter les abus, ça c'est le rôle, l'essence même du droit. Il n'empêche que il faut avoir un droit pertinent. Il ne s'agit pas de tout cloisonner, de tout verrouiller. Il me semble que nous avons peut-être en particulier en France mené pendant un certain temps, à une époque où on n'aurait pas dû mener ce type de politique, des politiques technophobes, en verrouillant quand même de manière assez sévère. Je pense notamment à la loi 1978 de la CNIL, la protection. On a plus privilégié la protection à la garantie de la circulation des données. Voilà. L'équilibre n'a pas été du tout recherché à ce moment-là. On essaye aujourd'hui de rétropédaler, on a compris on a appris de nos erreurs et compris qu'il fallait effectivement vraiment parvenir à cet équilibre, parce que l'innovation ne s'est pas faite. Elle s'est faite ailleurs pendant toute cette période où nous avons privilégié la protection des données. Donc le droit a un rôle important aussi dans le développement de l'innovation, à condition de ne pas tout verrouiller. C'est notamment avec ce type de plateforme que la pluridisciplinarité, la rencontre de cette pluridisciplinarité peut se créer. Elle se crée difficilement ailleurs et c'est effectivement un excellent moyen de se rencontrer, d'échanger sur ces thématiques, de réagir les uns vis-à-vis des autres et de pouvoir se nourrir mutuellement aussi de nos connaissances pour faire évoluer le débat dans un sens positif et constructif.